Bonjour, on est le samedi 8 mai 2021 avec une journée pluvieuse. Bon, il a plu cette matinée et il pleut encore à cette heure-ci. Je rappelle que bon, la météo a été mitigée ce mois-ci. On a eu beaucoup d'éclaircies d'office, mais avec du vent frais, du vent frais. On a eu quasiment presque un mois de clarté, de luminosité qui est apparue je veux dire presque un mois, mais en tout cas avec des brises de vent frais. On avait du vent frais. Du vent frais. Mais aujourd'hui, la température est nettement plus élevée. Je dirais oufti pour un mois de mai, il était temps. Mais on a juste des pluies, il fait juste humide. Humide, mais avec. Il fait bon, il fait bon, il fait bon, mais il fait humide. C'est juste ça. Bon, il fait humide, mais bon, c'est-à-dire que la chaleur a monté d'un cran et il était temps. Parce que bon, on attendait ça, bon, c'est rare les années où on attend euh, cette chaleur. D'habitude, au mois d'avril, on connaît déjà, au mois de mars, avril, on connaît déjà des chaleurs. Hein. Ben, ici, cette année-ci, ça a diminué fortement par rapport aux années précédentes au niveau des températures. Par contre, la clarté, on a eu quand même pas mal de clarté et aujourd'hui, on a des pluies. Et hier, on avait une bonne clarté et une bonne température aussi. Hein. Hier, c'était aussi une bonne journée. La journée d'hier est excellente. Pour un mois de, bien sûr, de mois de mai. On n'est pas encore l'été, je vous le rappelle. Hein. On est loin de l'été. Enfin, loin, non, mais on y approche à grands pas. Mais en tout cas, bon, cette année-ci, c'est quelque chose d'une entrée, on va dire. On arrive à l'arrivée de l'été, mais ça se fait de manière timide. Alors, cette vidéo aussi va concerner donc les ellipses. Et je dirais, bon, tout d'abord, les ellipses, ça fait partie de ce qu'on appelle la famille des coniques. Ce qu'on appelle les coniques, c'est-à-dire les coniques, vous prenez un cône en 3D et vous coupez par différents plans. Vous avez soit les coniques, vous aurez dans la famille des coniques appartiennent, donc on a le cercle, la parabole, l'hyperbole et le, comment on appelle ça, l'ellipse. Justement, c'est l'ellipse. Je cherchais le mot et en fait l'ellipse elle est là en face de moi. Et donc ces coniques-là ont des noms. Les noms, généralement, sont dénommés par des lettres rondes. On aura C ronde pour le cercle, la parabole sera P ronde, euh, l'hyperbole ce sera H ronde et l'ellipse E ronde. Et donc ici, je peux en profiter pour mettre E ronde. Alors, dès le moment où vous avez l'objet qui est créé dans le plan, qui est une ellipse, une figure à deux dimensions dans le plan, eh bien, elle se dénomme par des lettres rondes. Ensuite, vous pouvez y apposer des points. Et les points, bon, ce sont des lettres majuscules. Alors, tout d'abord, l'ellipse, si vous mettez un axe, et généralement un système d'axes, et généralement ce qu'on met, c'est un repère orthonormé, hein, perpendiculaire. Hein, on met des axes perpendiculaires avec une norme qui est la même en X et en Y. Voilà, on met E1. Voilà, si on a 1 cm pour E1, on aura 1 cm pour E2. Donc il est normé. Il est normé. Ce qui veut dire que là, on a un repère orthonormé qui est posé dans le plan, et donc fatalement, on va en déduire des équations. Alors, les équations de ces coniques, généralement, les équations de ces coniques, eh bien, elles sont à deux variables. Elles sont tous à deux variables. Donc, ce sont des fonctions en x, y égale 0. Mais, plus que ça, pour le cercle, la parabole et l'hyperbole, ce sont voilà, des fonctions à deux variables x, y du second degré. Oui, du second degré. Simplement, il y a une exception pour la parabole. Pour la parabole, il y a une exception parce qu'il y a une variable qui est au second degré et l'autre est au premier degré. Mais sinon, ce sont tous des équations où on trouve du second degré. Mais sauf pour la parabole, on a du second degré et du premier degré. Hein. En fait, la parabole, l'équation du cercle centré à l'origine, c'est x carré plus y carré égale r carré.
Ça, c'est pour le cercle. Pour comment on appelle ça? La parabole, c'est y carré égale 2px ou p le paramètre. Pour l'hyperbole, c'est x carré sur a carré plus y carré sur b carré égale 1. Et la dernière, bah, vous mettez un moins, vous mettez un moins à ce niveau-ci, et vous avez l'équation de euh, l'hyperbole. Donc là, on aura la parabole, le cercle, et vous aurez compris que l'autre, là, ici avec le plus, c'est l'ellipse. Bon, on a 4 équations. Et alors, on peut aller rechercher le problème des tangentes. Le tangente au cercle, tangente à, comment on appelle ça, à la parabole, tangente à, comment, à l'ellipse et tangente à l'hyperbole. Bon. Et alors ici, justement, je vais voir le tangente à l'ellipse. Je vais m'intéresser à l'ellipse. Donc je vais prendre l'ellipse qui est comme ceci, centrée, et je vais dire horizontale, hein, avec A plus grand que B. Voilà. A plus grand que B, donc il est horizontal. Et, hein, regardez, je vais vous montrer. X carré sur 9, donc A vaut 3, puisque j'ai pris A carré vaut 9, plus Y carré sur 4 égale 1. Elle est centrée, voilà, c'est un axe horizontal. Elle est centrée sur un axe horizontal, A plus grand que B. Alors, maintenant, je vais voir le problème des tangentes. Alors, le problème des tangentes a déjà été traité. Alors, j'ai fait des vidéos là-dessus, je vous ferai des liens. Il n'y a pas de problème, je vous ferai les liens, ça d'office. Dès que j'ai terminé la vidéo, je ferai des liens sur le renvoi vers... parce que ça a déjà été traité, je ne vais pas le retraiter une seconde fois, ça ne m'intéresse pas. Donc, les tangentes issues d'un point. Par exemple, voilà, là vous avez une ellipse qui s'appelle E ronde. L'ellipse est là. Bien sûr, il y a un repère orthonormé qui est posé. Donc, qui dit repère orthonormé posé dit équation de l'ellipse. Hein, si un repère orthonormé, ben, on a l'équation de l'ellipse. Bien sûr, avec ses éléments caractéristiques, le grand axe, le petit axe, les foyers, les directrices. Voilà, les foyers F1, F2, les directrices D1, D2. Bon, alors là, je vais mettre le paramètre à droite, alors que je peux le mettre à gauche. Avec le paramètre. Le paramètre P. Bien sûr, l'axe il est posé ici. Hein. Voilà. Il est orthonormé, je vous ai dit, on a la même norme E1. Enfin, oui, on a les mêmes échelles pour E1, E2, et il est perpendiculaire, donc on a un repère qui est posé dans le plan orthonormé. Et donc, dès le moment où on a un repère orthonormé, on a l'équation de la conique qui est ici l'ellipse, on a une équation de l'ellipse. Voilà, avec son origine, peut-être qui est décalée par rapport à l'origine du repère, on s'en fout. Donc là, je vais l'appeler O' par rapport à O. Voilà, on a le grand axe, et donc là, vous pouvez insérer un cercle de petit diamètre. Toujours, l'ellipse, il y aura toujours un cercle de petit diamètre et un cercle de grand diamètre. Et c'est comme ça qu'on mesure le A et le B. Et ici, on voit bien que on a le B qui est plus petit que A. Alors, je vais vous positionner maintenant le A. Bon, et ça, c'est des connaissances par cœur, je l'ai toujours dit. Hein. Y a pas, ça, vous connaissez ou vous connaissez pas. Ouais.
Il faut connaître sa théorie, bien sûr, hein, sur les ellipses, parce que bon, si vous venez faire des ellipses et vous connaissez pas votre théorie, c'est pas la peine de faire quoi que ce soit. On n'invente rien ici, hein, c'est basé sur des connaissances. Donc venir ne rien connaître, c'est encore une fois, les mathématiques sont basées sur des connaissances, hein. Si, je veux dire, la personne ne connaît pas ces formules, la première des choses, c'est d'aller revisiter, faire une revisite des formules, hein, avant de faire quoi que ce soit, hein. On ne vient pas ici, je veux dire, faire du n'importe quoi. Et voilà, je vous le dis comme ça, bon, vous le savez. Ici, ces vidéos aussi nécessitent des connaissances. Je ne fais pas des vidéos, je veux dire, qui tombent du ciel comme ça. Voilà, c'est des connaissances. Donc, ne pas connaître ces connaissances et ne faire fi de ces connaissances-là et se dire, bon, on ne comprend pas, c'est un peu normal, hein, parce que c'est pas de la non-compréhension, c'est de la non-connaissance. Il faut d'abord étudier. Avant de dire je comprends pas, il faut d'abord étudier sa théorie, hein. Avant de dire je comprends pas, allez, faut aller voir, étudier sa théorie. Parce que je comprends pas, c'est un peu trop facile aussi. Hein, enfin, le foyer, il est là. F1. Voilà, c'est pour vous dire, je vous mets, je porte à votre attention cette réflexion qui n'est pas anodine, mais qu'on peut retrouver dans les écoles. Bon, les gens disent ils ne comprennent pas, mais avant de dire je ne comprends pas, hum, ne serait-ce pas d'abord utile d'aller faire une revisite de sa théorie et d'étudier ses formules? Parce que bon, je ne comprends pas, c'est aussi un terme aussi facile, hein. Ça ne tombe pas du ciel, ça demande de l'étude, ça demande de prendre ses bouquins, bouquiner et mémoriser. Si la personne ne veut pas mémoriser, ben, c'est pas la peine qu'elle cherche à vouloir comprendre quoi que ce soit, parce que déjà, elle ne veut pas mémoriser. C'est une question, la conna- c'est une question d'abord, avant tout, de connaissance, ici, surtout ici, hein. Bon, les éléments d'une ellipse, soit vous connaissez ou vous connaissez pas. C'est pas une question que vous allez les pondre vous-même, hein. On ne pond pas ça comme ça, hein. C'est des questions de connaissance. Voilà. Alors, ceci étant dit, une fois que vous connaissez comment représenter les éléments d'une ellipse et comment établir l'équation de l'ellipse, alors à ce moment-là, vous pouvez venir dans cette vidéo, puisqu'en fait, euh, le but de cette vidéo, ce n'est pas de vous montrer ce que c'est que les caractéristiques, euh, enfin les éléments caractéristiques de l'ellipse, mais de vous montrer qu'il existe des tangentes à l'ellipse et je vais traiter ce problème de tangente. Mais que le problème des tangentes a déjà été traité dans une vidéo, c'était la tangente issue d'un point. C'est-à-dire, on avait un point P qui appartenait à l'ellipse, et bien sûr, il fallait rechercher l'équation de la droite qui était tangente à l'ellipse. Alors, on n'avait qu'un seul point d'intersection, et toute l'astuce était là. Quand on va remplacer, si vous voulez, on va rechercher le système d'équation par rapport à l'équation de la droite, parce que on recherche l'équation de la droite. L'équation de la droite est de la forme y moins y1 qui est connu, parce que P, c'est x1, y1, voilà, est égal à lambda x moins x1. Alors, bien sûr, ce qu'on recherche ici, c'est pas x1, y1, on les connaît. On connaît le point de passage. Le point de passage en P, c'est x1, y1, on connaît. C'est un point donné, hein, ça. C'est les tangentes issues à un point. Alors qu'est-ce qu'on recherche? Ben, on recherche, on établit un faisceau de droite. Voilà, je vous ai montré ce que c'était qu'un faisceau de droite. Et on s'intéresse à ce que ce faisceau de droite ait pour intersection avec l'ellipse un seul point commun. Alors comment fait-on ça au niveau mathématique? Je vous l'ai montré bon, dans une vidéo, donc allez la revoir cette vidéo-là. Ben, vous allez établir l'équation f de xy égale 0, qui est l'équation dans ce cas-ci de l'ellipse, l'équation du second degré à deux variables, avec bien sûr la droite d'équation D. Voilà. Et vous allez faire en sorte qu'il n'y a qu'un seul point d'intersection. Bien sûr, comme c'est des équations du second degré, on a bien sûr la droite c'est du premier degré, mais inséré dans le second degré, ça donne une équation du second degré, et l'intersection va donner, euh, soit il n'y a pas d'intersection, soit il y a deux intersections, mais la tangente c'est un point d'intersection. Donc le faisceau générateur de droite, parce que c'est un lambda variable, hein, ici c'est un lambda variable,
faisceau générateur va donner soit un point d'intersection, soit deux. Voilà, le faisceau générateur va donner soit un point d'intersection, deux points d'intersection, ou zéro point d'intersection. Mais ici, le faisceau générateur, on fait en sorte qu'il va passer par P, ça c'est déjà de 1, et de 2 qui est un seul point d'intersection, c'est-à-dire qu'on impose que le réalisant soit nul. Et donc, à partir de là, ben, on a une équation en lambda, on sait trouver le lambda. On élimine, bien sûr, tout ce qu'il faut pour trouver une équation en lambda. Et on aurait une équation du second degré en lambda. Du second degré. Et là, à ce moment, vous résolvez et vous trouvez le lambda. Et bien sûr, il y aura le lambda, comme le réalisant vaut 0, on n'aura qu'une seule solution en lambda. Hein. Pourquoi? Parce qu'on n'a qu'une seule droite qui passe par P. Il n'y a qu'une seule droite qui passe par P. Donc, les tangentes ici, on a un point P, il n'y en a qu'une seule. Il n'y en a qu'une seule. Et alors, j'avais développé deux méthodes. Deux méthodes ont été développées. Je vais vous faire les liens, car les liens qui vont vous ramener vers voilà, les mises en équation et la résolution de l'équation pour vous donner la formule généralisée. Et je vais vous mettre la méthode 1, parce qu'il y a une seconde méthode qui est une méthode, on sait trouver le coefficient directeur de la, voilà, en tout point de l'ellipse, en faisant une dérivée, comme c'est une dérivée d'une fonction à deux variables, il faut faire une dérivée, ce qu'on appelle une dérivée implicite. Et avec la dérivée implicite, on sait trouver le coefficient directeur de l'ellipse. Une fois qu'on a le coefficient directeur de l'ellipse, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On a lambda. Donc c'est une seconde méthode par les techniques des dérivées. Mais comme c'est à deux variables, on fait une dérivée implicite. Voilà. C'est toujours la même formule qui est utilisée. Hein. Bon, n'allez pas croire qu'il y a 56 000 formules. La dérivée implicite, j'ai fait une vidéo qui concernait la dérivée implicite, allez la voir aussi. Il n'y a qu'une seule formule, il n'y en a pas 56 000. Hein. Voilà. Il n'y a pas 56 000 formules de dérivée implicite. Une fois que vous avez démontré la formule des dérivées implicites, mais c'est toujours la même à utiliser. Et je l'avais démontré, allez voir la vidéo dérivée implicite, mais ça je ne le mettrai peut-être pas en lien. Voilà, je ne mets pas en lien. Alors ceci étant dit, c'est pour vous dire que tout existe dans les vidéos que j'ai faites. Tous les outils sont là. Tous les outils sont là. Alors, je vous rappelle que plus vous avez d'outils, mieux c'est. C'est comme si, par exemple, vous devez voilà, faire un travail et que vous êtes pressé. Vous êtes pressé. Et ça, c'est un tort d'être pressé, je vous le dis tout de suite. Parce que beaucoup de gens, entre parenthèses, il y a beaucoup de gens qui veulent venir voir des vidéos de 5 minutes, mais je crois qu'ils perdent leur temps. Hein. Parce que bon, les meilleures vidéos, c'est ceux qui sont les plus explicatives en soi. Celles qui rentrent dans les détails, donc c'est pas celles qui durent 5 minutes. 5 minutes, il va faire quoi? Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire avec ça. Par contre, une vidéo d'une heure qui explique tout dans les détails, il pourra faire d'autres exercices en rapport. Je veux dire, voilà, il aura une vue plus élaborée qu'une petite vidéo de 5 minutes qui explicite les grandes lignes. Hein. Bon, ça, je sais pas, ceux qui s'intéressent aux vidéos de 5 minutes, c'est les personnes qui doivent passer un examen la veille, qui n'ont pas compris une matière, qui veulent la comprendre en 5 minutes. Mais bon, on travaille pas la veille, hein, on travaille pendant l'année. Bon, voilà. Donc les cours dans les universités, c'est pas 5 minutes. Hein. Voilà, faut savoir tenir une heure voilà, et de comprendre une vidéo d'une heure. Ça, il faut savoir décortiquer. Hein, bon, et puis plus vous allez décortiquer des vidéos d'une heure, plus vous serez apte à faire beaucoup de choses. Ceci étant dit, voilà, si vous devez faire un travail, et que vous êtes pressé, viens de vous dire que c'était un tort, à ce moment-là, vous allez prendre, par exemple, arracher quelque chose avec votre main, mais vous allez avoir mal votre main. Et vous avez peut-être voulu gagner du temps, mais en fait, voilà, vous vous blessez de un et de 2, vous n'arrivez pas à enlever quand même malgré tout ce qu'il faut. Donc à ce moment-là, vous vous rendez compte qu'il faut aller chercher un outil, mais il fallait le faire dès le départ. Donc les outils sont là. Plus vous avez d'outils nécessaires que vous pouvez utiliser, et mieux que vous pouvez utiliser à bon escient, de la meilleure de manière possible. Mais vous allez comprendre que les outils sont faits pour... surtout que les outils mathématiques ne sont pas payants. Hein. Les outils mathématiques ne sont pas payants. C'est pas comme un outil que vous devez utiliser pour... vous devez faire, je sais pas moi, un abri pour chien, un abri pour chien, un abri pour chat, un abri pour oiseau, une niche, ou n'importe quoi. Alors, une petite maisonnette, il faudra une scie, il faudra des clous, il faudra du bois, là il faut acheter. Il faut acheter le matériel, il faut acheter les outils, il faut acheter voilà, tout ce qui est visserie, etc. La colle, la visserie, voilà, les scies, ce qui voudra. Et plus vous voulez faire un travail parfait, plus il vous voudra faire
faudra avoir des outils spécifiques. Si vous voulez faire voilà, des ronds, des fenêtres en rond, ben, il faudra aller chercher voilà, un adaptateur pour à foreuse qui va faire voilà, scie, qui va faire, on va dire, une scie, une espèce de scie circulaire. Enfin, scie en cloche. Une scie en cloche qui va venir faire un trou circulaire. Bon, et ça, il faut encore s'investir. Mais tout ça, vous allez me dire, ouais, vous voulez faire un bon travail, mais il faut payer. Mais c'est normal. C'est normal. Plus vous voulez des outils, plus il faut payer. Eh bien, ici, sachez que les mathématiques, les outils ne sont pas payants, mais il faut les connaître. Il faut connaître vos outils. Le problème, il est là. C'est pas payant, mais allez chercher vos outils de la meilleure manière possible qui soit. Alors, ceci étant dit, donc il y a la méthode de la dérivée implicite qui est un outil, mais il y a une autre méthode que je vous ai expliquée par voilà, la résolution d'équations, de deux équations pour laquelle on impose une intersection nulle. Une intersection, oui, un delta égale 0, un discriminant ou un réalisant égal à 0. Parce qu'il n'y a qu'un seul point d'intersection entre la droite et l'ellipse. Bon, mais ça c'est un cas de figure. Donc il n'y a qu'une seule droite issue d'un point P. P appartenant à l'ellipse. Il n'y a qu'une seule droite. Alors maintenant, je vais faire une seconde vidéo qui va concerner toujours l'ellipse, mais cette fois-ci, je vais rechercher l'équation de la tangente, toujours à l'ellipse, mais cette fois-ci, parallèle à une direction donnée. Donc c'est plus le même problème. Hein. C'est plus le même problème. Cette fois-ci, le problème n'est pas que la tangente est issue du point P, mais cette fois-ci, le problème est le suivant. Voilà l'ellipse, je vous la prends horizontale. Hein. Bon, comme ça, je vous le dis tout de suite. Là, on connaît, cette fois-ci, il n'y a pas à rechercher le coefficient directeur lambda. Je le connais. Simplement, il faut que je trouve les tangentes parallèles à la direction delta. Parallèle à la direction delta. Mais tangente à l'ellipse. Mais cette fois-ci, il n'y a plus une droite, mais il y en aura deux. Il y aura deux droites qui vont... vous voyez que la différence entre la tangente issue d'une ellipse, la tangente issue d'un point à une ellipse, et la tangente ayant une direction donnée. Par rapport à une direction donnée, ben, le problème c'est que là, je vais avoir... Enfin, c'est pas un problème, hein, justement. C'est pas un problème. Bon, j'aurai un point d'intersection P1 et un point d'intersection P2. Donc on recherche justement, lambda est connu. Hein. Ce qu'on ne connaît pas à déterminer, c'est P1, P2. P1, P2. Alors je vous rappelle l'équation de l'ellipse, ben, c'est x carré, un repère orthonormé étant posé bien sûr, sur a carré plus y carré sur b carré égale 1. Donc je vais partir sur base de ça, et je connais la direction, on va dire la direction lambda. Alors je vous rappelle la tangente issue d'un point, c'était la technique du dédoublement. Hein. Alors la technique, si vous résolvez, ou si vous faites par la méthode implicite, je vous rappelle l'équation, elle est assez simple, c'est la technique du dédoublement. Et c'est vrai aussi pour l'hyperbole, on a une technique de dédoublement. Ce qui est vrai ici pour l'ellipse, c'est vrai pour l'hyperbole. Hein. Donc x carré sur a carré, plus y carré sur b carré, c'est l'équation de l'ellipse. Alors si vous voulez l'équation de l'ellipse issue d'un point, si vous résolvez tout ça, dans les exercices, vous pouvez utiliser directement la tangente, sauf si votre professeur demande de développer. À ce moment-là, il faut refaire toute la démonstration en intégrant bien sûr les valeurs. Alors, la droite, c'est la technique du dédoublement. Vous dédoublez, le x carré devient x fois x. Alors, pourquoi x fois x? Je vais vous montrer pourquoi. Et c'est une technique de dédoublement. Voilà. Alors, bien sûr, ne perdez pas de vue, qu'on a des droites. Hein. Donc, vous pouvez pas avoir x carré, y carré. Hein. Enfin, c'est x et y. On aura x et y. Voilà. Voilà. Mais simplement, ça c'est x1 et ça c'est y1. Voilà, c'est juste ça. Ou, bien sûr, qu'est-ce que c'est qu'x1, y1? C'est le point P, x1, y1. Et là, vous avez directement la tangente. En un temps de mouvement, vous avez la tangente parce que ça a été démontré. Hein. Vous n'avez pas à chaque fois de le redémontrer, sauf si votre professeur demande
de développer tout, faire de tous les détails. Le développement, à ce moment, il faut faire comme quand vous démontrez, vous faites la même chose et vous apportez sans vous tromper, bien sûr, parce que on est vite sujet à se tromper ici, hein. Quand vous faites de forts développements comme ça, mathématiques, bon, on n'est pas à l'abri de, voilà, de faire un plus avec un moins alors que c'était un moins avec un moins. On n'est pas à l'abri de, voilà, de multiplier par un moins alors que c'était un plus. Bon, on met un carré, on oublie un carré, on se retrouve avec du premier degré. Bon, on peut faire toutes sortes d'erreurs, hein, toutes sortes d'erreurs. Les erreurs, bon, elles sont multiples et variées. Donc, je ne veux pas entamer ici, je veux dire, une étude sur toutes les erreurs qu'on peut faire. Mais en tout cas, le sens de l'observation fait en sorte que vous devez être très, très vigilant. Très vigilant. C'est comme une conduite. Dans la conduite, il faut regarder à deux fois. Vous avez, vous avez une, voilà, vous êtes sur une rue qui débouche sur une route. euh, et la route, bon, n'est pas très. On n'aperçoit pas très bien les choses à cause des voitures qui sont mises sur les côtés. Enfin, divers objets variés de la route viennent brouiller, ou tout simplement une météo vient brouiller les vues. Eh bien, regardez à deux, voire trois fois. À deux, voire trois fois, voire quatre fois. Regardez à gauche et à droite, voilà, est toujours, je veux dire, un bienfait, parce qu'au moins, vous vous assurez à 100% avant de faire une traversée, de ne pas couper le chemin à quelqu'un et venir, voilà, faire un accident grave. Donc ici, c'est pareil. On demande de l'observation tout le long, si ce n'est qu'ici, si vous vous trompez, c'est pas grave. Bon, par rapport à un accident de la route, l'accident de la route, bon, un accident, une erreur peut être fatale. Une erreur est fatale sur la route. Mais en mathématiques, une erreur n'est pas fatale. Vous revenez en arrière, vous cherchez votre erreur, c'est tout. Il y a juste un point. Si vous êtes dans un examen, le problème c'est que bon, le temps passe. J'ai toujours dit ça. C'est que bon, l'examen est sujet à une temporisation. Donc, une fois que le tempo est enclenché, ben, il y a la fin du tempo qui est attendue. C'est-à-dire que, bon, là, il y a une constante. Une constante, c'est le temps d'examen, vous ne savez pas le changer. S'ils vous ont dit que l'examen fait 2 heures, c'est 2 heures. Si vous ont dit 3 heures, c'est 3 heures. Vous ne savez pas changer ça. C'est une constante, mais pendant cette constante-là va varier, va diminuer au fur et à mesure, tel un sablier qui, voilà, qui réduit le temps, et plus le temps se réduit, et par rapport aux exercices qui sont faits, ben, là on peut être en confiance ou en, voilà, voilà, perdre la confiance, avoir une confiance ou perdre la confiance par rapport à ce qui a été fait. Et ça, c'est une gestion d'examen. Bon, si vous avez bien démarré, tant mieux. Si vous avez mal démarré, voilà, voilà, au niveau de la confiance, on commence à perdre voilà, ses nerfs, hein. Bon, c'est comme ça, tout le monde est comme ça. Chacun est comme ça à son examen. Bon, sauf ceux qui s'en foutent de l'examen, mais ça, bon, ça à rigueur qu'ils passent ou qu'ils ne passent pas, on s'en fout, hein. Bon, parce qu'ils s'en foutent de leur examen, bon, qu'ils le passent ou qu'ils ne le passent pas. Voilà. Ben, j'ai un examen, bon, les gens ont une envie, un désir, c'est de le réussir. Bon, et quand ils ont les éléments qui font en sorte qu'ils bloquent sur leur réussite de l'examen, bon, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça rend les gens un petit peu malheureux. Et ça les déprime un petit peu, ça les déprime et ça les rend un petit peu malheureux. Bon, on va dire ça comme ça. Ceci étant dit, il serait plus que temps que j'entame l'entame de l'exercice, enfin de la démonstration qui va concerner donc euh, la recherche, non pas de lambda, non pas du coefficient directeur, parce que ici le coefficient directeur dans ce cas de figure-là est donné, mais sachez qu'il va donner deux tangentes. Deux tangentes. Bon, eh bien, on va mettre les choses en place, hein. Je vous rappelle qu'on a toujours l'équation de l'ellipse, que ce soit pour la tangente issue d'un point ou pour la tangente parallèle à une direction, on a toujours l'équation f de xy égale 0. Bon, dans ce cas-ci, je vais mettre ceci. Pour avoir 0, ben, c'est vous vous arrangez pour avoir 0. C'est-à-dire c'est b carré x carré plus a carré y carré moins a carré b carré égale 0. Ça, c'est f de xy égale 0. Et c'est ça que je vais prendre. Je vais prendre cette équation-là. C'est celle-ci qui m'intéresse. Bon, maintenant, pour la droite. A. Pour la droite, bon, si c'est issu d'un point, ben, j'écrirai, on connaît le point, hein. Si c'est issu d'un point, voilà, j'écrirai la droite là. Parce que c'est issu d'un point, je connais y1, x1, ce qu'il y a, je recherche lambda. Par contre, ici, c'est pas la même donne. Je voulais donc que l'équation de la droite va
se mettre sous une autre forme. Qu'est-ce que je recherche ici? Ben, je recherche le lambda. Donc, on va pas compliquer l'équation de la droite. On va la rendre la plus simpliste possible. C'est une équation du premier degré qui est y égale lambda x, voilà, plus mu. Plus mu. Voilà. Donc, j'ai les deux équations, une qui est là, une seconde qui est là. Il faudra résoudre. Et bien sûr, on va trouver le lambda. Ben, ce sera toujours lambda. On recherche le mu. L'inconnu ici est le mu. Alors qu'avant, l'équation, c'était le lambda. L'inconnu était le lambda. Issu d'un point, l'inconnu était le lambda. Ici dans ce cas-ci, parallèle à une direction donnée, l'inconnu est mu. Alors, le réalisant, delta, ou ce qu'on appelle le rho, hein, rho égale delta, je ne sais pas comment vous l'appelez voilà, dans vos écoles, eh bien, il doit être encore nul, encore une fois. Pourquoi? Parce que dans tous les cas de figure, on a toujours un seul point d'intersection. On a toujours un seul point d'intersection. Donc, on aura une équation du premier degré. On a une équation f de xy ici, qui est du second degré, à deux variables. Mais on a ici l'équation à deux variables aussi. Mais du premier degré. Là, c'est du second degré. Mais là, c'est du premier degré. X est du premier degré. Et Y est du premier degré. Mais quand vous allez faire la résolution, alors je vous rappelle que ça, c'est l'ellipse. Et ça, c'est la droite. Et que l'ellipse inter D, ben, ça va donner un seul point d'intersection. Et donc, il va donner les points P1 et P2. Voilà, P1, P2. Alors qu'avant, on avait, voilà, issu d'un point, on n'avait qu'une seule droite. Ici, on aura deux droites, puisqu'il y en a une qui va passer par P1 et une qui va passer par P2. Voilà. Et maintenant, il faut faire la résolution de ça. Alors, la résolution est simple. On va faire par une méthode par substitution. Quand vous avez du second degré avec du premier degré, vous substituez le premier degré dans le second degré. Et vous allez obtenir une équation dont vous allez imposer delta égale 0. C'est ce que je vais faire tout de suite, sans perdre de temps. Alors, le b carré x carré, je le garde. Le a carré, je garde. Le y carré, ah, et là, c'est lambda plus mu. Bon, c'est assez simple, hein, je vous le dis tout de suite, il n'y a rien de compliqué là-dessus. De toute façon, j'ai déjà tout expliqué. Enfin, avec ce que je vous ai donné, normalement, vous savez trouver la réponse. Bon, il y a juste une petite chose, il va y avoir du développement, ça, d'office. Hein. Bon, il va y avoir un peu de développement, un tout petit peu. Mais bon, c'est un passage obligé. Alors, on aura b carré x carré. Bon, je vais l'écrire. B carré x carré plus a carré lambda carré x carré, bon, c'est lambda carré x carré plus, c'est juste un produit remarquable, plus 2 lambda mu x plus mu carré. Là, je n'ai plus de carré à ce niveau-ci, moins a carré, b carré. Vous allez me dire, bon, il n'y a rien de compliqué là-dessus. Hein.
Eh bien, maintenant, je vais mettre... on va rechercher lambda carré plus le double produit lambda mu x plus mu carré. Pour avoir une équation de second degré, je vais rassembler les termes, je vais mettre le polynôme dans sa forme générale ax carré plus bx plus c. Ah, b carré plus a carré lambda carré, parce qu'il faut multiplier le a carré. Je distribue a carré avec lambda carré, ça fait a carré lambda carré, bien sûr, et là je peux sortir le x carré. Pour ce qui est de x, plus 2 a carré lambda mu x. Et puis, bon, pour ce qui est des coefficients, on aura a carré mu carré moins a carré b carré égale 0. Et là, on a notre équation du second degré où delta doit être égal à 0. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, le delta de ça égale 0. Alors c'est b carré x carré plus a carré lambda carré x carré. Donc on aura x carré, mais là vous voyez que c'est b carré plus a carré lambda carré. B carré plus a carré lambda carré. Voilà pour les x carrés. Donc c'est fait. Je n'ai plus à traiter les x carrés. Je vais traiter 2 lambda x, mais je dois multiplier par a carré. Donc ce qui fait 2a carré lambda mu. Alors ne pas oublier le x. Les traiter. Et il va rester, bien sûr, a carré fois mu carré, moins a carré b carré égale 0. Et donc il faut imposer à ce que le réalisant n'admet qu'une solution. Bien, le delta, je vais faire en couleur rouge, c'est b carré. B carré, c'est 2a carré. Le b, il est là. Hein. Ça, c'est le a carré. Enfin, ça, c'est le a. Donc, on a le coefficient a, b, ça, c'est c. Dans le second degré, hein. C'est ax carré plus bx plus c égale 0. Si vous identifiez, c'est comme ça. Donc, le delta, c'est b carré. B carré, c'est 4 fois a 4 lambda carré mu carré moins 4 fois a. A, c'est b carré plus a carré lambda carré fois c. Et c, c'est a carré mu carré moins a carré b carré égale 0.
Oui, ici j'ai fait une petite erreur. Je vois que... non, j'ai rien, tout est bon. J'ai rien dit, je pensais que je m'étais trompé quelque part, mais... Ouais, tout est bon. A carré, mi carré, A carré, ouais, tout est bon. Ok, ça va, j'ai rien dit. Bon, revenons ici. Donc, ce qui fait 4 lambda 4 mi carré. Ça se répète. Je ne vois pas pourquoi je devrais le réécrire, je fais juste une copie. C'est ça l'avantage de l'informatique, je l'ai toujours dit. Alors maintenant, on va faire très attention à ce qu'on va faire maintenant. 4. Alors je vais multiplier b carré a carré mu carré. En attendant le 4, je vais le mets entre crochets ici. Je vais faire tout entre crochets pour ne pas me tromper. B carré a carré mu carré moins, puis je fais le second, a carré b4. A carré b4 plus, je vais recommencer. Donc, je disais, on va voir a carré. Bon, M c'est mu, hein. M c'est mu, je remettrai mu après. En attendant, je fais a carré, b carré, mu carré, moins a carré, b, ouais, b exposant 4 ici. Donc je vais déjà mettre le mu, je vais en profiter pour mettre le mu carré. Mu carré, a carré, b4. C'est déjà ça de fait, on a déjà deux termes. Je vais faire une multiplication des deux autres. Plus A4 plus A4 lambda carré mu carré. C'est un problème juste de calcul ici, hein. Bon, rien de plus. Ensuite, et le dernier, ouais, il ne reste plus que le dernier, moins, plus par moins, ça fait moins. A4 B carré lambda carré. Voilà. On a tout. Bien sûr, égale 0. Maintenant, je tout multiplie par 4.
Là, on a moins par moins, ça fait plus 4. On pourra tout diviser par 4. Parce que je vois qu'il y a des 4, il y aura deux 4 partout. Alors, moins par moins, ça fait plus. Moins 4. Voilà, ça c'est déjà une chose. C'est déjà une chose. Je m'excuse. C'est vrai que j'ai un petit problème de caméra à résoudre. Bon. Alors, bon, maintenant, je disais qu'il faut diviser par... faut tout diviser par 4. Donc, je vais reprendre ceci. Et je vais travailler ceci. Donc, la première des choses que je vais faire, je vais diviser tout par 4. Parce qu'on voit qu'on a du 4 partout. Hein. Donc, on a bien 4 là, A. 4A exposant 4 lambda carré mu carré moins 4 A carré 4A carré B carré mu carré plus 4 A carré B4 moins 4 A carré à 4 lambda carré mu carré. Je vais tout diviser par 4. Bon, je vais contrôler juste en arrière parce que je ne sais pas si je suis dans le flou ici. Je ne sais pas si c'est bon réellement. Bon, 4 à 4, lambda carré, mu carré. On est d'accord. Moins 4 A carré, B carré, mu carré.
4 A carré, B carré, mu carré, c'est bon. Moins A carré, B4. Ouais. Plus A4, lambda carré, mu carré. Moins A4, B carré, lambda carré. Oui, tout m'a l'air correct. Je multiplie par 4. Moins 4 A carré, B carré, mu carré. Moins par moins, ça fait plus A carré, B4. On est d'accord. Moins 4 A4, lambda carré, mu carré. On est d'accord. Moins par moins, ça fait plus 4 A4, B carré, lambda carré. Bon, tout m'a l'air correct. Et là, maintenant, je vais diviser tout par 4. Là, j'ai fait juste une copie. Bon, je enlève tous les 4. Alors, il ne faut pas perdre de vue ce qu'on recherche. Hein. C'est Y, on recherche quoi? On recherche, on a une équation égale 0. L'équation égale 0. Et on recherche Y égale lambda qui est donné, X, plus mu. Qu'est-ce qu'on recherche? L'inconnu, c'est mu. Donc moi, ce que je vais rechercher, c'est mu. Hein. Donc je vais isoler le mu. Mais le problème, c'est que le mu, il est donné en mu carré et non pas en mu. Donc il faudra chercher une racine carrée. On va chercher une racine carrée. Donc ce qui veut dire que si je mets mu carré en évidence, mu carré, j'aurai A4, il suffit de recopier celui-là. A4 lambda carré, mu carré. Bon, le mu carré, je viens de le mettre en évidence. Hein. Moins. Mu carré, je viens de le mettre en évidence. Il y en a encore un avec un mu carré, qui est celui-là. Et ça, c'est égal à quoi? À 4 moins A4B carré moins A carré B4. Je fais passer le terme A carré B carré A4 B carré lambda carré passe à droite. Mais il était positif, il devient négatif. Il reste je vais faire juste des copies. Celui-ci passe de l'autre côté avec un moins. Celui-ci passe de l'autre côté avec un moins. Ils sont tous les deux négatifs. Alors, moins et moins. Bon, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre une parenthèse ici, je vais mettre un plus. Bon, on sait sortir le A carré hein, des deux côtés. Le A carré est positif. Hein.
Donc je vais tout diviser par a carré. Donc là, il n'y a plus de a carré. Là, il n'y a plus que a carré. Et celui-là, il n'y a plus que a carré. Bien sûr, j'ai sorti a carré. Celui-ci, je vais sortir a carré aussi. Ce qui veut dire que si je sors a carré, je n'ai plus de a carré là. Et je mets a carré là. Ce qui veut dire que je peux simplifier les a carré là. Donc je peux chercher le mu carré. Le carré est égal à moins B4 plus a carré lambda carré B carré. A carré B carré lambda carré. Le tout divisé par je vais mettre un moins. Ah oui, mais ici je sais simplifier a carré lambda carré. Hein. Moins a carré lambda carré, ça tombe. Hein. Oui, ça fait 0. C'est parfait. Ah ouais, c'est parfait. Ça va me donner b carré. Il ne reste plus que moins b carré. Voilà, donc en fait, je peux simplifier par ceci. Ouais, on a une belle simplification là. Bon, et là, je peux simplifier aussi par moins, ça fait plus. Mais là, je peux simplifier par b carré. Il va rester b carré plus a carré lambda carré, le tout sur b carré, et voilà, j'ai mon mu carré. Donc je peux simplifier par b carré ici. Donc, mu carré est égal à a carré lambda carré plus b carré. A carré lambda carré plus b carré. Ce qui veut dire que le mu égale plus ou moins racine carrée de a carré lambda carré plus b carré. Et enfin, l'équation de la droite, c'est y égale lambda x plus ou moins racine carrée de lambda carré a carré
lambda carré plus b carré. Voilà l'équation de la tangente. J'ai les deux tangentes, T1, T2, parallèles à une direction donnée, lambda. Donc, vous, si vous connaissez l'équation de l'ellipse, hein, vous connaissez l'équation de l'ellipse, puisque l'ellipse c'est x carré sur a carré plus y carré sur b carré égale 1. Donc vous connaissez le a carré, vous l'avez tout fait. Hein. Il suffit de le mettre dans la racine carrée ici, en a carré. Le b carré, vous l'avez tout fait. Voilà. Le coefficient directeur, bon, on vous le donne dans l'énoncé, on vous dit que c'est... Voilà, mais là, il faudra juste calculer le carré du lambda pour le mettre là. Voilà, et vous avez l'équation de la tangente. Alors, je vais vous faire un exemple. Ben, je peux le faire pour celui-là. Je cherchais une direction qui est parallèle à 5x. Voilà, ça, c'est 5x. Hein. Et je vais trouver les tangentes par rapport à ça. Les tangentes par rapport à ça, eh bien, j'applique juste y égale 5 plus SQRT, donc c'est la racine carrée, de a carré, ben je l'ai, ça fait 9, fois la direction c'est 5, vous mettez au carré, c'est 25, plus, j'espère que j'ai bien mis un plus 4, qui est b carré, voilà. Oui, j'ai oublié un x. Voilà la première droite. Et la seconde, je fais juste dupliquer, mais je vais juste mettre un moins en lieu et place du plus. Alors, je vais faire d'une pierre deux coups. Supposons que la parabole, cette fois-ci, elle est mise de manière verticale, et non plus horizontale, plus y carré sur 9, le b plus grand que le a cette fois-ci, le b plus grand que le a, égale 1. Je désire qu'elle soit toujours plus grande que, ayant la direction de 5, toujours la même direction. Là, à ce moment-là, vous aurez compris qu'il faut, c'est y égale 5x. Cette fois-ci, le a devient un b. Hein. Le a devient un b, c'est-à-dire que c'est SQRT, non plus de a carré lambda carré plus b carré, mais on aura plutôt b carré. Donc on aura 9. Cette fois-ci, vous faites 4 fois 25 plus 9. Ici, je me suis trompé dans l'ellipse, je me suis trompé. Je voulais mettre 4. Là, c'est 4. Je vais mettre 4. Voilà. Là, vous voyez que vous devez mettre réadapter. Hein. Alors, si vous voulez la seconde, vous dupliquez et je mets un moins. Donc, ça reste toujours, quelque part, oui, ça reste toujours à carré. C'est toujours à carré. Hein. Qu'elle soit horizontale ou verticale, c'est toujours la même chose. Hein. Là, ce sera 9 fois 25. Là, le 9, il est à carré. Et là, c'est toujours la même équation. C'est toujours la même équation. Donc, qu'elle soit horizontale ou verticale, c'est toujours la même équation. Donc, c'est aussi bien valable pour l'ellipse qui est comme l'ellipse qui est comme ceci ou l'ellipse qui est comme cela. Bon,
Vous prenez voilà, le A, le bon A, ce sera toujours celui-là. C'est toujours le A là, A carré, et le B carré, c'est toujours la même chose, ça ne change pas. Ce qui va changer, bien sûr, c'est au niveau de l'ellipse, hein, le A, il y en a un A plus grand que B, donc à ce moment-là, vous aurez compris qu'il y en a un qui sera horizontal et l'autre vertical, et centré, ça c'est l'ellipse centrée. Hein. Je vous remercie.